sommes pratiquement au début de la soirée aux rencontres économiques d'Aix et nous sommes, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Rabault, députée de la première circonscription de Tarn-et-Garonne et première vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée socialiste. Valérie, bonjour. Bonjour Philippe. Alors peut-être on va commencer par parler des sujets graves et sérieux et puis on parlera un peu de politique après. Sujet grave et sérieux, c'est évidemment la situation que connaît le pays, que traverse le pays avec les émeutes qui ont eu lieu. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été entendues depuis sur les responsabilités, etc. Qu'est-ce que vous dites sur la nature de cette crise? Comment est-ce que vous l'analysez? Alors, moi, il y a des choses que je ne sais pas. Je vais commencer par celle-ci, puis après, peut-être une réflexion. La première, c'est que par rapport à 2005, c'était vraiment des émeutes dans les quartiers, plus des quartiers périphériques. Et puis là, on a découvert que, moi, j'habite une commune de 3000 habitants, en Tarn-et-Garonne. Il y a eu un bus qui a été brûlé entièrement. Donc dans la ruralité, comment? Dans la ruralité. Donc ça, c'est extrêmement nouveau. Inédit. C'est inédit. Les responsables n'ont pas encore identifié, donc je ne pourrais pas trop en parler, mais c'est inédit. Et cette question-là, elle nous interpelle parce que pourquoi dans la ruralité où il y a peut-être moins de problèmes que dans certains quartiers. Effet de mimétisme. On en arrive à avoir un bus complètement brûlé. Donc ça, c'est une première interrogation. Je pense qu'il y a beaucoup de petites villes qui ont été concernées par des mouvements. La carte est assez spectaculaire. C'est un peu partout en France. C'est un peu partout. Donc ça n'a rien. C'est pas la même chose que 2005. Donc on doit se poser la question des jeunes qui vivent dans des communes rurales, qui n'ont pas forcément accès à tout, qui ont des difficultés de mobilité, de transport. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, ils se seraient manifestés? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, l'essence même de la politique, c'est d'assurer la cohésion de la société. C'est de faire en sorte que nous vivions tous ensemble, quelles que soient nos activités, nos envies. Et ça doit être une préoccupation de tous les jours du président de la République. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, le premier objectif du mandat présidentiel. On en parlait ce matin avec la ministre chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, qui est passée nous voir. Il y a deux risques en fait aussi que je sens poindre. Celui bien sûr d'une montée très forte des extrêmes. On voit bien que Marine Le Pen profite, reconquête. On revoit Zemmour sur les plateaux de télévision. Donc un risque effectivement de Français qui sont en colère et qui vont chercher des réponses peut-être dans les extrêmes. Première tentation. Une deuxième tentation qui peut aller d'ailleurs ensemble, celle de faire l'amalgame entre tous les jeunes qui vivent dans ces quartiers, alors que ce n'étaient pas tous les jeunes qui ont été aujourd'hui, ces derniers temps, dans les émeutes. Qu'est-ce que ça vous fait dire? Une situation comme celle-ci, elle est extrêmement dangereuse. Parce que ce que vous dites, il y a une réponse facile, on dit on va faire de l'ordre. Mais non, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut de l'ordre quand même. Non, mais il faut une société qui respecte l'État républicain, qui fasse que chacun puisse vivre en sécurité. Nous sommes bien d'accord. Mais tant que, vous savez, mettre la poussière, les difficultés sous le tapis, ça n'a jamais résolu quoi que ce soit. Et puis, d'un autre côté, il peut y avoir une tentative de dire je casse tout, je suis contre tout. Et ça, c'est très dangereux aussi. Donc, moi, je pense que des forces, le Parti socialiste, d'autres forces politiques, doivent se faire entendre sur cette ligne de crête qui est de dire oui, il y a une expression d'une partie de la jeunesse française, pas toute, et vous l'avez très bien dit. Il y a des réussites dans les banlieues, il y a plein de jeunes, 90% d'entre eux, ils n'étaient pas dans ces manifestations. Mais bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille fermer les yeux sur certaines difficultés. Et puis, il y a aussi des difficultés qui se posent dans les territoires plus ruraux, qui sont plus enclavés et qui doivent aussi être entendus. Et c'est ça l'essence même de la politique. Alors, il y a pas mal de débats aussi pour dire est-ce que la situation économique, l'inflation, peut expliquer qu'il y a eu une telle révolte aussi contre la société de consommation. Finalement, les gens se sont dit, on n'a qu'à se servir. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une démocratie, son pilier principal, c'est essentiellement les classes moyennes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vivre de leur travail, qui peuvent avoir des perspectives d'avenir pour leurs enfants. Et quand cette classe moyenne est fragilisée comme elle est aujourd'hui, avec une inflation sur les produits alimentaires qui dépasse les 12-15%. 15% au mois de mars, ça se descend un tout petit peu. Eh bien, c'est elle qui commence à être fragilisée. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le panier de la ménagère augmente de 100 à 150 euros par mois en une année. C'est vertigineux. Et puis, les courses pour la nourriture, vous allez les faire tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, vous voyez la tablette de beurre, les yaourts qui augmentent. Et ça vous renvoie... D'abord, ça grève quand même sérieusement le budget. Et puis, ça vous renvoie aussi à la valeur de votre travail. Quand votre travail ne vous permet pas de vivre correctement,
ça pose et ça c'est une vraie question pour toute la société. C'est pas l'économie qui est le driver de la société ou le moteur de la société, mais lorsque l'économie n'est plus capable de répondre juste à dire on a de vivre correctement de son travail, là il y a un vrai sujet. Et néanmoins, bon, là, on était aussi ce matin avec Jean-François Copé qui disait la République n'a pas à s'excuser. Il y avait une candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, qui avait employé cette expression qui avait un peu surpris, peut-être choqué à gauche, d'ordre juste. Est-ce qu'on peut, quand on est à gauche, trouver une réponse à la fois dans l'ordre et dans la justice face à cette crise qu'on est en train de connaître? Est-ce qu'il faut trouver le bon compromis? Sinon, on laisse le terrain de jeu à ceux qui réclament les solutions les plus extrêmes. C'est toujours à gauche, la responsabilité que nous avons, c'est de fixer une espérance. Ici, c'est le thème des journées. Recréer l'espoir. Recréer l'espoir. Voilà. C'est bien choisi. Non, mais c'est très bien choisi. Parce que tant qu'il n'y a pas de cap, tant qu'il n'y a pas, certains vont appeler ça horizon, tant qu'il n'y a pas de perspective, vous avez beaucoup de difficultés, dans le fond, à faire en sorte que la société, que chacun ait envie d'adhérer à un projet de société. Donc ça, c'est la responsabilité première de la gauche. Et puis la responsabilité aussi première de la gauche, c'est ce que nous portons, c'est qu'il y ait à la fois une égalité des chances, et qui est aussi une redistribution des richesses. On ne peut pas avoir, on pourra peut-être en reparler, mais quand on dit que l'inflation dans notre pays, en Europe en tout cas, découle des super profits qui ont été encaissés par certaines grandes multinationales, c'est pas normal. Et c'est pas nous qui le disons, c'est le FMI, c'est avant la Banque centrale et avant l'INSEE. Très bonne liaison Valérie Graveau, parce que vous êtes aussi une économiste éminente, on s'était connus aussi quand vous aviez ces fonctions-là. Et effectivement, il y a ces études du FMI, mais pas seulement, il y a même l'autorité de la concurrence aujourd'hui, oui, qui vient de faire une note en disant attention, avec l'augmentation des marges de certaines entreprises, pas de toutes mais de celles qui peuvent profiter un peu de la période actuelle, on voit une inflation qui pourrait s'auto-alimenter directement par les marges des entreprises, une inflation finalement qui pourrait s'installer dans le paysage très durablement et contre laquelle d'ailleurs les banques centrales, malgré la hausse des taux d'intérêt, finalement, comme finalement ils vont dire on va augmenter les salaires pour compenser, ça ne va jamais s'arrêter, on ne va pas vaincre l'inflation. Mais c'est pour ça que l'an dernier, ici même, aux journées d'Aix, on était au tout début de cette réflexion. On avait dit, moi je défendais l'idée qu'il fallait taxer les super profits. C'est pas par plaisir, c'est juste par équité. Et puis c'est aussi l'idée de se dire que quand on augmente beaucoup plus les prix que ses coûts de production, on crée de l'inflation. C'est une bulle néfaste qui s'auto-alimente. Donc c'est un double effet. Taxer les super profits, c'est rétablir un peu de justice sociale et c'est éviter d'entrer dans une spirale, comme vous l'avez très bien dit, qui s'auto-alimente elle-même. Alors, et aujourd'hui, ça on le disait il y a un an, et aujourd'hui c'est le FMI, donc ça fait beaucoup plus sérieux, la Banque centrale qui le disent et l'INSEE. Alors, le ministre des Finances a dit « Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit ». Ça, c'était au mois d'août, à la réunion du MEDEF l'année dernière, au tout début justement de l'inflation. Puis là, ces derniers temps, au mois de juin notamment, alors qu'il réclame dans la grande distribution, puisqu'on parle de cette inflation alimentaire et des produits transformés des industriels de l'agroalimentaire, il a tapé du poing sur la table, il a menacé de donner les noms, un name and shame de ceux qui ne baisseraient pas les prix parce qu'il y aurait une justification à cause de la baisse des prix de l'énergie notamment, ou certaines matières premières agricoles, le blé, etc. Il a quelques résultats, on voit qu'il y a quelques produits qui devraient baisser, notamment en mois de juillet, donc au cours de l'été. On dit que le Mars rouge va se terminer sur un septembre, peut-être pas vert, mais en tout cas, disons orange ou jaune. La couleur est en train de s'atténuer. Est-ce que aujourd'hui, le ministre des Finances, qui a également menacé de taxer, il l'a dit, ceux qui ne joueraient pas le jeu, est-ce qu'aujourd'hui, il ne devrait pas le faire, effectivement, parce qu'il y a certains industriels qui, visiblement, ne sont pas du tout prêts à céder à ces demandes. D'abord, à chaque fois. Est-ce que c'est le name and shame ou c'est la taxation des entreprises? L'État doit se faire respecter. C'est un principe de base. C'est vrai pour les jeunes de banlieue et c'est vrai aussi pour les industriels. On ne peut pas vouloir un ordre républicain et ne pas se faire respecter. Donc quand on est ministre de l'économie et des finances et qu'on quémande, c'est déjà un très mauvais message qui est envoyé, je pense, au monde économique. Quand on est ministre des Finances et qu'au bout d'un an, on ne sait pas ce que c'est qu'un super profit, c'est quand même très gênant. Parce que, vous voyez, ici, à Aix, quand on en discute, il y a beaucoup de personnes qui peuvent lui donner une définition d'un super profit. C'est vrai, ça a été un des thèmes un peu que vous avez retenu. Évidemment, on en a parlé. Parce que y compris avec les chefs d'entreprise. Ils reconnaissent qu'il y a un problème ou pas?
il faut leur poser la question à eux. Mais en tout cas, mais quand vous les voyez, mais parce que j'en discute. Quand certains n'ont pas de problème parce qu'ils répercutent totalement la hausse des prix, c'est pas la même chose que quand vous avez il y a un patron de grande distribution qui dit mais moi je peux pas imposer 15% à des personnes qui ont des petits revenus et qui viennent tous les jours dans mon magasin. Donc ça, c'est une réalité. Et Bruno Le Maire doit prendre ses responsabilités et mettre en place à la loi de finances de 2024 une taxation à la rentrée, une taxation des super profits. Sinon, ça ne va jamais finir. On ne va jamais y arriver. Alors, il y a l'autorité de la concurrence aussi qui a dit qu'elle allait éventuellement sévir. Ça peut être une autre façon de taxer ces super profits. Je l'invite à nous dire, dans certains secteurs, elle peut aider par exemple Bruno Le Maire, ministre de l'économie qui ne sait pas définir un super profit, à définir un super profit. C'est visiblement ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, si j'ai bien regardé ce sur quoi ils travaillent, puisqu'ils vont faire un certain nombre d'études complémentaires. Donc rendez-vous à la loi de finances. Rendez-vous à la loi de finances aussi. Alors on parlait de ce sujet de la politique de la ville en disant que c'est pas en déversant non plus des milliards qu'on résout le problème. C'est vrai qu'on a mis des milliards dans la politique de la ville. Est-ce qu'il faudrait mettre plutôt l'argent sur d'autres cibles? Est-ce que quand vous tirez les leçons de cette crise, quand on voit que c'est un sujet d'éducation, que c'est un sujet peut-être aussi de rapport d'autorité parentale, est-ce qu'il faudrait revoir un petit peu nos paradigmes finalement, et plutôt que de penser uniquement, et ce qui est certainement nécessaire, de refaire les barres d'immeubles, d'essayer de avoir une réflexion un peu peut-être bonus-malus d'une certaine façon? Est-ce que c'est une solution? Alors, l'argent fait sans doute pas tout, mais honnêtement, quand on cesse d'investir dans le logement, il y a des logements qui sont indécents. Vous ne pouvez pas demander à une jeune famille de s'inscrire pleinement dans la République quand vous logez dans un logement qui est indécent. Quand vous avez des factures, des charges qui sont liées à des factures de chauffage qui sont indécentes parce que vous vivez dans une passoire énergétique. Donc d'abord, investir pour le logement, c'est bien pour les entreprises du logement. Et puis vraiment, ça donne une dignité. Le logement, c'est la première dignité. Et quand on voit que le gouvernement, alors je pense qu'il y a des résultats qui sont parfois difficiles sur certaines activités, mais sur le logement, c'est catastrophique. On va avoir, là, ce qu'on a vu de cette crise, elle parle aussi des difficultés de logement. Et donc, la priorité doit être de relancer un plan logement qui soit efficace. Le gouvernement, visiblement, il y a eu un CNR logement. Le secteur du bâtiment, du logement a été extrêmement déçu, considérant qu'il n'y avait rien en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un déni en fait de ce que vous racontez au niveau des pouvoirs publics sur la réalité d'une crise du logement ou est-ce qu'on pourrait avoir les gilets jaunes demain du logement qui vont arriver? C'est tout à fait possible. On ne peut pas demander à nos concitoyens de se dire allez, la République, elle est là pour vous, et en même temps leur donner ne rien faire pour eux et qui vivent dans des conditions et dans des logements complètement dégradés. J'observe en parallèle de ça que la Première ministre a annoncé il y a 2 mois un plan de réduction de CO2. Très bien. Moi, j'étais d'accord sur les objectifs qu'elle a annoncés. Ce qui compte maintenant, c'est les moyens. Elle dit 37% de ces réductions vont venir du logement. Elle a toujours rien annoncé. Donc, alors c'est bientôt parce qu'il va y avoir le conseil de planification écologique. Le conseil de planification de 17 juillet. Je ne sais quoi, mais vous savez, quand vous commencez à vouloir isoler des logements, si vous faites un immeuble entier, c'est beaucoup plus efficace que de faire maison par maison. Parce que là, vous y allez, vous faites l'isolation, vous faites les toits, vous changez aussi le système de chauffage. Et donc là, il y a un vrai... On se rend compte qu'il y a un vrai levier et de vrais résultats. Eh bien, je pense que ça serait une bonne façon de commencer. Alors, est-ce que vous avez au moins un jugement positif sur tout ce qui a été fait en matière d'industrie verte, de réindustrialisation, tout ce discours de remobilisation pour avoir une industrie française un petit peu plus vaillante? Bon, moi, je suis d'accord avec le discours de remobilisation autour de l'industrie. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que pour faire la transition écologique, il n'y a pas 2 solutions. Soit vous êtes sur la décroissance, et je suis absolument contre la décroissance, soit vous êtes sur l'industrie qui permet d'avoir des processus qui dégagent moins de CO2, de faire de l'énergie verte, d'avoir l'automobile propre. Donc ça, c'est vraiment un levier extrêmement important. Maintenant, sur l'industrie, quand je vois ce que font les États-Unis, quand je vois ce que font l'Allemagne, les États-Unis qui ont mis le plan Biden, 369 milliards de dollars, l'Allemagne qui met 125 milliards d'euros d'aide directe, quand la France en met beaucoup moins. Il y a vraiment une course contre la montre qui est lancée, et j'aimerais bien qu'on soit vraiment dans la course et qu'on ne soit pas éjecté en queue de peloton. Bon, quelques mots de la gauche. Est-ce que vous voyez un espoir de remontée de la gauche? C'est difficile aujourd'hui. Il y a plusieurs tentatives. Il y a eu quelques réunions. Bernard Cazeneuve, Carole Delga. Vous êtes élu d'ailleurs de sa région. On l'a vu ce matin, Carole Delga, il nous a dit que s'il devait éventuellement
être une candidate possible pour 2027. Donc, elle se tenait prête, en tout cas, au service de la France. Est-ce que si ça devait être elle, la future candidate, vous la soutiendrez? Je la soutiendrai. Et alors, quel projet vous pourriez faire pour essayer de rassembler la gauche avec Carole Delga? Mais Carole Delga, déjà, elle a rassemblé la gauche dans sa région, ce qui n'est pas forcément si simple. Non, mais c'est jamais simple. Une région avec une tradition de gauche, d'ailleurs. Oui, 13 départements, donc c'est une grande région qui a dépassé les 6 millions d'habitants. Elle a une colonne vertébrale extrêmement forte sur l'enseignement, puisque vous parliez de la réindustrialisation. On est sur l'enseignement scientifique, là encore très très loin de ce que nous pourrions avoir, parce que c'est, en tout cas moi, c'est mon cheval de bataille d'avoir fait en sorte que les maths reviennent dans le tronc commun en terminale. Et donc cet enseignement, il doit être aussi porté par des revalorisations des enseignants, ça c'est indispensable, et d'avoir une capacité à donner sa chance à chacun. Alors je sais que c'est peut-être général, c'est peut-être un langage convenu, tout ça je l'entends parfaitement, mais aujourd'hui c'est pas le cas. C'est juste plus le cas. Mais pour réveiller la gauche, aujourd'hui c'est un problème de projet, la gauche j'entends de gouvernement bien sûr, ou c'est un problème d'incarnation? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux parce que la gauche a toujours gagné. Lorsqu'elle gagne, c'est qu'elle met des idées. La politique, c'est pas une question de demande, c'est une question d'offre. C'est qu'est-ce que vous mettez comme projet de société. Donc il faut travailler. Donc là, il faut travailler. C'est ce que aussi on fait avec différents groupes. Et puis, ben oui, la politique, c'est aussi une incarnation parce que la politique, c'est pas une feuille de papier avec un programme écrit dessus. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte. Voilà. Donc les deux. À suivre. En tout cas, vous soutiendriez Carole Delga si elle devait être la nouvelle... La réponse est oui, Philippe. Très bien. Ben, merci d'être venu le dire ici. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.